Merci à tous d'être ici et très à l'heure. On attend encore quelques retardataires, mais on va démarrer dès à présent. Je me permets d'accueillir Charles-Édouard Girard de Home Exchange, qui a fort gentiment accepté de venir témoigner donc dans notre nouvelle série de témoignages d'entrepreneurs qui vivent ou ont vécu l'hypercroissance. Charles-Édouard a accepté de venir témoigner. Il va commencer par nous brosser rapidement son propre parcours et puis celui de sa société. Et après, on rentrera dans quelques sujets qu'on a choisi ensemble de témoignages, sachant qu'après, il y aura également un temps de questions. Donc, si jamais on n'a pas abordé les sujets qui vous intéressent plus ou si vous voulez approfondir certains sujets, surtout n'hésitez pas. Donc, Home Exchange, 8 ans, mais je vais te laisser la parole pour enchaîner. Bonjour à tous. Écoutez, c'est moi qui suis honoré de venir ici vous présenter le projet Home Exchange, voilà, qui s'appelait au début Guest to Guest. Je vais vous raconter ça en 2 mots. Donc moi, en quelques mots, je suis donc Charles-Édouard Girard, j'ai 49 ans, j'ai 3 enfants. C'est ma 3e entreprise et avant, j'étais un petit peu salarié. Je suis ingénieur de formation. On en parlait tout à l'heure, ça a une certaine importance pour plein de raisons. Voilà, sur moi c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Mais 3e entreprise où la première, je l'ai fait avec 3 associés. La 2e, je l'ai fait tout seul. Et la dernière, donc avec Home Exchange et Guest to Guest, on l'a fait à 2. Et on reviendra peut-être sur comment on s'est rencontré avec mon associé Emmanuel. Je vais en parler assez vite parce que comment ça s'est passé Guest to Guest pour vous raconter. Donc création 2011, c'est 2 petites choses. C'est d'abord un peu, je ne sais pas comment vous avez eu l'idée d'entreprendre, mais c'est l'idée d'Emmanuel, donc mon associé, qui lui faisait des échanges avec Home Exchange, qui existe depuis les années 97, c'est une société américaine, et qui avait essayé d'organiser un échange avec Florence, la ville de Florence, pas Florence la personne, et entre Paris et Florence, et il n'avait pas réussi parce qu'il y avait des Florentins qui étaient d'accord pour le recevoir, mais qui ne souhaitaient pas du tout aller à Paris. Et donc l'idée d'Emmanuel, c'est de dire c'est bête parce que je pourrais, donc c'est la réciprocité de l'échange qui était remis en cause, c'est-à-dire l'échange historiquement c'était je viens chez vous pendant que vous venez chez moi. Et là il se dit c'est bête parce qu'ils veulent pas aller chez moi et donc je vais pas pouvoir organiser l'échange alors ils sont d'accord pour me recevoir. Et c'est là où il a eu l'idée de ce qu'on appelle les guest points chez nous, c'est-à-dire une monnaie virtuelle qui permet de faire je vais aller chez les Florentins, je vais leur donner des points, et avec ces points, ils vont pouvoir aller ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de base d'Emmanuel, donc je ne vais pas me l'approprier parce que c'est la bonne idée de l'histoire. Voilà. La deuxième bonne idée, c'est le business model, on en reparlera juste après. Mais après, l'histoire de Guest to Guest, c'est ensuite une rencontre. En fait, Emmanuel cherchait un associé, tout le monde lui disait « tu n'arriveras pas à faire tout seul, vu l'ambition que tu as ». Moi, j'avais vendu ma société d'avant, je recherchais, j'avais fait plusieurs expériences de tests avec d'autres personnes et je croise Emmanuel dans une espèce de Tinder de l'association. Il présentait, on faisait des petites rencontres après, c'était rigolo. Et il présente, je trouve le projet nul. Je me dis, ça échange de maison, ça n'a aucun espèce d'intérêt, ça ne marchera jamais. Mais lui, je le trouve incroyable, il est 1000 fois meilleur. C'est un type incroyable quand il parle. Là, il se trouve qu'il est à Boston. Donc, sinon, ça aurait été lui. J'aurais préféré que ça soit lui qui vienne présenter l'histoire. Mais donc, il est hyper brillant. Il parle l'anglais comme un Américain, quoi. Donc, alors que moi, si vous voulez, je ne peux pas l'anglais. Vous allez vous rendre compte. Je parle comme un Français. Il n'y a pas de doute. Voilà. Et il a énormément d'ambition. Il présente le projet. Il est passionné. Donc là, je vais le voir et je lui dis, écoute, moi, je ne crois pas trop, mais on peut essayer de travailler ensemble. Et on travaille comme ça 1 mois, 2 mois. Il me dit, entre-temps, tu vas faire un échange. Donc, je n'avais jamais fait d'échange. Je vous dis, j'y croyais pas. Donc, je fais mon premier échange. On commence à travailler ensemble. Et là, je me dis, mais c'est incroyable ce truc-là. Je vais chez... elle s'appelle Véronique. Je vais chez Véronique qui me reçoit gratuitement. Je me retrouve dans une jolie maison un peu plus haut, plutôt du côté de La Rochelle. Avec ma famille, je me dis, elle me reçoit, elle s'en va, elle me donne les clés, elle me fait visiter, elle me donne les clés et elle part. Et je me retrouve à être dans une maison assez jolie, avec une piscine, etc. Et pendant 10 jours, et elle s'en va de chez elle, quoi. Et là, je me dis, c'est bizarre quand même, c'est bizarre comme expérience. Et on vit un truc incroyable. Et pendant ce temps-là, je laisse, donc Véronique fait un échange réciproque avec moi, elle va à Paris, je lui donne mes clés. Elle va à Paris et j'ai un Anglais qui m'appelle entre-temps en me disant « je voudrais aller chez vous après ». Donc je laisse venir chez moi, 2 échanges qui s'enchaînent.
Et là, c'est incroyable l'histoire parce que je reviens chez moi, donc rien n'a changé. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Un tout petit peu, ça sent pas exactement comme chez moi habituellement. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas comme chez moi. Donc, j'ai un temps pour m'accaparer ma maison. J'arrive, je me rends compte que tous les draps sont lavés. Et je me dis, mais c'est bizarre, comment ils ont fait? J'ai un petit cadeau, j'ai plein de cadeaux, parce que les Anglais sont venus, ils ont fait plein de cadeaux. Mais même Véronique m'a fait aussi des cadeaux. Et je me retrouve avec des bouteilles, des trucs comme ça. Chez moi, rien n'a changé. Et j'ai économisé ce que je faisais jamais, parce que ça me coûtait à chaque fois le prix d'une location. Et j'ai économisé de l'argent. Et donc, je reviens de ces 2 échanges. Je dis à Emmanuel, c'est un truc de malade, ton truc. Donc, on va essayer de le monter. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de Guest to Guest. Voilà. Pour vous raconter les 2 anecdotes qui ont fait. Donc 2008, le démarrage de... 2011. 2011, voilà. pardon, démarrage de Guest to Guest. Voilà, et là, choix sur à ce moment-là, quand on regarde le truc, on se dit, c'est quand même un peu compliqué l'échange de maisons. À ce moment-là, sur Guest to Guest, il doit y avoir peut-être 1500 maisons, et on commence à faire du B2B2C. C'est-à-dire qu'on se dit, convaincre des gens directement, ça va être dur. Ça existe, mais sur le marché, c'est un peu dur. Donc on va aller voir des entreprises, et on va essayer de les convaincre de mettre des clubs d'entreprises. On les regroupera dans un seul club, parce qu'on est assez convaincu qu'à ce moment-là, c'est une bêtise de les séparer, parce que vous ne pouvez pas faire d'échange si vous n'avez pas assez de maisons. Et il se trouve qu'on a la malchance et la chance de convaincre Air France, et tout de suite, on a beaucoup de maisons grâce à Air France. Sauf qu'en fait, c'est une très mauvaise idée, parce que en fait, c'est la seule qu'on a réussi à convaincre, et surtout qui a marché. Donc on commence à le faire, ça marche super, on se dit, c'est la martingale, on va faire ce que ça, et en fait, on fait à ce moment-là... alors plein d'autres entreprises, je ne les citerai pas parce que comme ça n'a pas tellement marché, je ne vais pas dire, c'est pas que de leur faute. Et ben on continue comme ça et au bout d'une dizaine d'entreprises, la première nous en avait apporté 1000 maisons de plus, mais les autres nous en apportent 20 ou 10 ou 30. Donc on se retrouve, ça n'a aucun intérêt de continuer comme ça. Et c'est là où on se dit, vu l'ambition qu'on a depuis le départ, quand on a rencontré avec Emmanuel, je lui ai dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ton projet, maintenant que j'ai un peu vu ce que c'était, c'est que ça peut être mondial. C'est-à-dire qu'on fait des échanges, je crois que le 10e ou le 15e échange, c'est à l'autre bout du monde. Je crois qu'au bout de 6 mois, on avait un échange entre Sao Tomé principal et la Bulgarie. Voilà, donc des trucs hyper surprenants. Et donc je trouve ça rigolo de se dire qu'on fait voyager des gens d'un bout à l'autre du monde. Donc premièrement, je me dis que ça peut être un business mondial. Et deuxièmement, pour que ça fonctionne, il faut quand même énormément d'argent parce qu'il faut beaucoup de maisons, quoi. C'est à l'inverse d'un site de location. Vous avez dans un site normal d'une place de marché, vous avez souvent 2 populations, hein, ceux qui prêtent leur maison, quoi, ceux qui louent leur maison et ceux qui les utilisent. Hein. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font des places de marché ici, mais c'est à peu près 1 pour 10. Quoi. Donc d'ailleurs, Airbnb, je ne sais pas si vous les connaissez, mais eux, c'est à peu près 5 millions de maisons et 50 millions d'utilisateurs. Voilà. Sur de l'échange de maisons, en fait, c'est la même chose, sauf que vous n'avez que le 5 millions. Quoi. Donc il faut qu'il y en ait beaucoup pour y arriver. Donc dès le début, on se dit le seul moyen d'y arriver, c'est de convaincre beaucoup de gens. Et donc on sait que ça va être un projet qui va être très cher en levée de fonds, voilà, et en approche. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est qu'on sait qu'on va faire très peu de chiffre d'affaires. Parce que au début, vous avez 1000 maisons, vous ne faites pas beaucoup d'échanges. Vous en avez 2000, vous n'en avez toujours pas. Et il y a des effets dans chacun des pays de croissance. Voilà. Donc assez rapidement, on se dit le seul moyen, et en tout cas c'est avec Emmanuel, et lui, ce qu'il veut, c'est encore plus que moi. Hein. Il veut convaincre le monde entier que c'est débile de payer son logement, c'est débile de faire du Airbnb, c'est vachement plus intelligent de faire de l'échange de maisons. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc, on sait assez rapidement qu'on va devoir lever de l'argent sur des choses sur lesquelles on ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà. Or, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du B2C aussi, mais en France, ça ne se finance pas très bien. Voilà. Donc on sait que notre parcours va être compliqué. Voilà. Et donc on se dit au début, je lui dis écoute, on va voir si en termes marketing, c'est plutôt moi qui m'occupe de la partie marketing et communication. Donc on fait une première levée de fonds qui est de 250 000 € pour aller, donc là plutôt on va dire en seed, mais c'est pas Friends and Family, mais un peu plus loin, quoi. Il se trouve que comme j'ai 49 ans, j'ai un peu plus ça permet de connaître des gens, donc on arrive avec les amis des amis à faire ça. Et on fait un premier test un peu sur nous, sur nos profils, et on regarde et ça marche très bien. Voilà, ça c'est la première chose. Et on arrive à acquérir des maisons et à avoir des gens qui font des échanges dans ces endroits où on acquiert ces maisons. Et le deuxième truc, c'est on voit une première entreprise qui nous contacte et qui nous propose de les racheter. Et donc qui s'appelle Itamos, qui est un Anglais. C'est un Français qui vit en Angleterre et qui a monté un petit site. Donc il nous dit j'ai envie d'arrêter, j'ai 3-4 000 maisons, je crois qu'il a peut-être un peu plus, il a 4 000 maisons. Nous à ce moment-là, on en a à peu près 9 000. Voilà.
9-10 000, et on se dit, on va essayer. Donc, on fait la première démarche d'acquérir ce site. Et là, en fait, suite à cet acte d'acquisition, qui est vraiment un truc, on a acheté le fonds de commerce. Hein. Ce n'est pas une entreprise, on fait un petit communiqué de presse et on a l'impression qu'on a beaucoup de retombées. Et on a l'impression qu'on a racheté Microsoft, quoi. Donc, on se dit, waouh, il y a un truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est faire un truc très grand. Et on voit que quand on fait l'acquisition de quelque chose, ça a des retentissements importants. Voilà. Donc, on se dit, deuxième axe, on va donc lever de l'argent pour faire du marketing. Et deuxième axe, on va essayer, à ce moment-là, c'est l'opportunité. On va essayer d'acquérir d'autres sites Internet. Ça va concentrer le marché. Et ça va nous permettre de grossir, d'avoir plus de bases de données, quoi, plus de maisons. Et d'un côté, on va continuer à faire du marketing et à lever de l'argent. Voilà. Et donc on fait ça. On a un certain nombre. Je vous la fais courte. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sinon, je peux en parler pendant des heures. Mais deuxième étape, on continue à faire ça. On lève 4 millions. Voilà. Au moment où on lève 4 millions, on fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est tellement pas un standard que c'est pas vrai. D'abord, on lève 1 million avec les mêmes actionnaires qu'historiquement. On continue notre parcours. Puis on lève 4 millions, on fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Et on continue à acquérir des sites, mais on sait que c'est à chaque fois compliqué, quoi. On en parlait avec des personnes il y a l'instant, j'ai pas 30 term sheets en face de moi qui me proposent quelque chose. À chaque fois, ça passe un peu ric-rac. Hein. On trouve quelqu'un pour investir 4 millions chez nous sur 80 000 € de chiffre d'affaires. Et puis là, le parcours commence. On voit qu'avec de l'argent, nous, on investit en marketing et en personnes. Et on monte une équipe qui nous permet de le faire. On prend des locaux un petit peu plus... on était dans un incubateur, on prend des vrais locaux, là. Et ça commence à avancer, on commence à avoir, donc là à ce moment-là je crois qu'on va avoir 100 000 maisons, puis on fait 150 000, 200 000, 300 000 maisons, et on devient le plus gros sur le marché, plus gros que Home Exchange qui est historiquement, avec quasiment plus d'actifs qu'eux, parce que 400 000, il n'y a pas que des actifs, hein, pour être clair, même si on joue un peu sur les... On dit qu'on a 400 000 maisons, ouais, on triche un peu, mais ce qui est marrant, c'est que sur le marché, ça donne cette impression-là, en tout cas que c'est que de l'activité. Et en même temps, on continue à racheter. On va acheter un espagnol qui s'appelle Home for Home, que lui, on achète en dette et en montant. On achète 2 Français, ceux qui nous embêtent le plus, parce qu'en même temps, ils se sont montés avec nous. Et à chaque fois qu'on a un journaliste, il nous dit mais vous faites comme Night Swapping. Donc, on était très contents de les racheter, parce que maintenant, on ne peut plus le dire. On dit oui, on les a rachetés. Voilà, ou on fait comme Trampoline, donc là, pareil, un peu vexé. Il se trouve que les 2 ont fait faillite après, donc on les a rachetés après la faillite. Voilà. Mais on est très content de l'avoir fait parce qu'on a récupéré une base et parce que ça nous évite on peut répondre ça aux journalistes. Voilà, on rachète un Espagnol, on rachète un Canadien, et puis un jour on se dit, aujourd'hui on est le plus gros sur le marché, et on se dit, le seul moyen de continuer à croître, il n'y en a qu'un qui nous embête, c'est Home Exchange, qui est notre plus gros concurrent américain, même si on est plus gros qu'eux, et je pense qu'en termes d'actifs à ce moment-là, on en a beaucoup plus qu'eux. C'est la référence, c'est le nom en termes de référencement naturel, hein, sur le positionnement sur Internet, il est toujours devant nous. Voilà, et on se dit, on va essayer de les racheter. Donc en fait, on est dans un voyage à New York avec une association qui s'appelle Réseau Entreprendre. Je sais pas si, ouais, je crois qu'il y en a aussi. Voilà, je sais pas si vous êtes, qui nous fait voyager à New York. Et là, on voit le patron de Trello, je sais plus quoi, des types incroyables. Et on sort avec une pêche d'enfer. Je suis en pleine nuit, moi je dors pas, Emmanuel, on est dans la même chambre. Hein. On n'est pas ensemble, mais on dort dans la même chambre. Et j'arrive pas à dormir. Je me dis, mais on devrait les racheter. On aurait fini avec cette histoire. En tout cas, ils nous embêteraient plus et on pourrait passer à autre chose. Et Emmanuel se réveille 1 heure après. Il me fait, on devrait racheter Home Exchange. Donc, pour la petite histoire, on se réveille à peu près au même moment en se disant la même chose. On rentre à Paris et on se dit, OK, allez, on va aller les voir. Donc, on prend rendez-vous. Ils sont 3 associés, mais principalement celui qu'on connaît, parce qu'on les a rencontrés. On pourra en reparler. C'est un Suisse. Donc, on va le voir. On le prend rendez-vous. Et là, il nous dit, vous voulez qu'on vous rachète? Je dis non, pas du tout, on veut vous racheter. Alors là, il rigole. Je pense qu'ils sont 10 fois plus... On le sait, on l'a su après, mais ils sont à peu près 10 fois plus gros que nous en chiffre d'affaires, hein, à ce moment-là. Et il nous dit, c'est 50 millions. Et on s'était dit avec Emmanuel, parce que dans le métro en y allant, on s'était dit, on fera poker face s'il nous annonce un montant. Et on fait 50 millions. Si ça les vaut, pas de problème, quoi. Et là, on sort, on se dit, putain, 50 millions quand même. Ça va être un tout petit peu compliqué, voilà. Et donc on se dit, bon, donc on va voir nos actionnaire et on leur dit, écoutez, on a un super beau projet, grâce à ça, on deviendra vraiment, parce qu'on leur dit quand même depuis 3 ans qu'on est leader mondial, hein. Et là, on sera vraiment leader mondial, voilà.
Et surtout, on fera beaucoup de chiffre d'affaires. Il nous dit, écoutez, et après un repas, des trucs, etc. Et bien, ils finissent par nous dire, écoutez, si ça serait incroyable, si vous y arrivez, on sera derrière vous. Alors là, on sort, on dit, c'est pas vrai, on n'a pas dit, on aurait dû enregistrer, quoi. On aurait dû enregistrer le repas. Et ça dure presque un an et demi. Alors là, on pourra parler des péripéties si ça vous amuse, mais pendant un an et demi, on négocie avec eux. Première étape, on va là-bas en Californie, on a l'impression de vivre, celui qui est le plus grand actionnaire, il a 2 énormes baraques à Redonda Beach. Il nous loge dans une des baraques, la mer est en face, on veut discuter que de pognon, nous on arrive, combien ça vaut et tout. À ce moment-là, je vous le fais pas en anglais, il nous dit, on discutera pas d'argent maintenant, c'est bon. On a prévu une semaine quand même, hein. Ok. Et il nous emmène en bateau, il nous emmène machin. Et on a l'impression de vivre un peu la vie d'un milliardaire. Donc c'est sympa, pendant toute l'équipe bosse pendant ce temps-là. Et nous, on y va, et au bout de la fin de la semaine, au moment où il nous ramène dans l'avion, là, toute la semaine, on se dit, mais quand est-ce qu'on en parle? Et lui, il nous fait, au dernier moment, il fait, OK. Alors, c'est un ancien sous-marinier nucléaire, il est toujours en vie, mais il a 70 ans quand même. Et il nous serre la main, il a une photo de chez lui de Nixon qui lui remet la médaille de je sais pas trop quoi. Type, il broie la main, il fait, OK, maintenant on peut parler de rachat. Et après cet événement de début, on passe un an avec, là par contre, dur. Avec les Américains, on s'est rendu compte qu'on est nuls en égo, quoi. Ils sont incroyables. Donc on passe notre temps à avoir l'impression qu'on a négocié, mais à chaque fois on se fait avoir. Et on arrive au bout d'un an et demi à les racheter. Donc ça c'est le parcours. 2017. En 2017, on a racheté donc tellement de boîtes qu'on a 80% du marché. Et on se dit, maintenant c'est bien, on a plein de sites, mais il faut quand même un jour les réunir pour avoir le bénéfice de la base. Donc on met un an et demi à se décider. Alors déjà, on intègre l'équipe, on intègre plein de gens, ils sont partout dans le monde, ils sont plutôt freelance, ils sont plutôt plus âgés, etc. On pourra en reparler. Et au bout d'un an et demi, on intègre la partie de l'équipe. On se dit, il faut qu'on fusionne les sites. 6 mois de discussion pour savoir si on garde le mot guest to guest ou home exchange. Évidemment, Emmanuel, je vous rappelle ce parcours initial, aime beaucoup guest to guest. Donc il faut arriver à convaincre Emmanuel. Moi, je suis pas la marque, je suis pas sensible à ça. Je me dis en tout cas le plus intelligent, après avoir fait des études, etc. On se rend compte que c'est plutôt home exchange qu'il faut garder. Voilà. Sachant qu'en France, home exchange, c'est un peu, je sais pas si il l'avait créé en 96-97. C'est à l'époque où on pensait pas qu'Internet allait devenir ce qui est devenu. Et donc ils ont une marque différente dans chacun des pays. Donc en France, ça s'appelle Troc Maison. En Espagne, ça s'appelle peut-être Intercambio de Casa, peut-être. En Italie, Scambio de Casa. En Hollande, alors je ne peux pas vous dire le nom, c'est un nom, mais c'est grand comme la terre. Et là, on dit, faut qu'on détruise tous les noms, il faut qu'on regroupe toutes les plateformes, tout en ne perdant pas le bénéfice du référencement naturel, c'est-à-dire en gardant les adresses Internet pour pouvoir mettre les derniers petits concurrents en ligne 7 ou 8 dans toutes les recherches, parce qu'on a globalement racheté les 6-7 premiers. Donc voilà, mais c'est toujours agréable de se dire que si vous avez tout le monde, vous n'aurez pas de concurrent qui pourra rentrer. Voilà, donc on les garde, mais on fusionne la totalité de notre base. On met un an à arriver à faire. C'est un bazar. Il se trouve qu'on a un peu de retard. Comme je ne sais pas si vous avez déjà fait des développements, et tout le monde connaît ça. On prévoit 15 novembre, on finit le 19 décembre. Et bizarrement, on ne comprend pas pourquoi le 19 décembre, c'est une très mauvaise idée. Donc on sort le truc là, en 2018, 19 décembre 2018. Et là, c'est le chaos total. Les développeurs qui ont tous prévu des vacances s'en vont, bizarrement pas joignables. On se retrouve avec toute l'équipe qui essaye de répondre. On passe de, je sais plus quoi, 200, ça va être 200 ou 300 tickets par jour à 3000 tickets par jour. J'ai une pétition contre moi sur change.org où je me fais insulter de tous les noms parce que j'ai tué l'échange de maison, voilà, en osant regrouper des communautés qui n'ont rien à voir. Voilà, et donc ça dure le chaos pendant 3 mois où on en prend vraiment plein la figure. Il se trouve qu'on fait c'est la première fois que ça nous arrive, on fait moins de chiffre d'affaires que l'année d'avant, donc ça ne nous est jamais arrivé. Donc nos actionnaires sont un peu moins contents de ce qu'on leur avait vendu. Et on met 3 mois à en prendre un peu plein la figure. Et ça, c'était donc mars de cette année. Et puis depuis ce temps-là, on a un petit peu repris le dessus quand même. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais maintenant, on a 80% du marché, on a retrouvé notre croissance et on vit une situation qui est assez agréable parce que, donc, je vous dis, on a un peu dans notre marché, il n'y a plus personne d'autre. Donc, on est vraiment, c'est d'ailleurs mal parce qu'on est une sorte de monopole. Les clients d'ailleurs s'en rendent compte parce qu'ils n'ont plus d'alternative. Donc, quand ils ne sont pas contents, on le sait.
Ils peuvent pas dire c'est nul votre truc, je vais voir le concurrent, il n'y en a plus. Donc ils nous emmerdent. Donc quand ils sont pas contents, vraiment ils nous le font savoir. Ils ont raison parce que sur le fond, c'est à nous d'être meilleurs, mais ils ont l'impression qu'on est Airbnb, alors qu'on est un peu moins de 100. Airbnb, je pense qu'ils ont la même équipe pour juste leur algorithme, quoi. Nous, l'algorithme, c'est 2 personnes. Donc voilà, l'algorithme de calcul des points, c'est Emmanuel et moi au début. Mais voilà, ça n'a pas de sens de comparer, mais pour eux, c'est ça, on fait ça. Voilà, on doit répondre de la même vitesse, le même truc, etc. Mais aujourd'hui, notre enjeu maintenant sur l'échange de maisons, c'est d'arriver à vous convaincre, j'espère qu'à la fin je vous aurai convaincu, que c'est une pratique, et j'aurai je ne sais pas combien de clients en plus, c'est une pratique qui est assez incroyable parce que on pense que vraiment à côté de l'hôtel, à côté de la location, c'est une pratique différente, c'est une pratique qui est responsable. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous allez aller dans un lieu qui est authentique, qui n'est pas fabriqué pour vous. Vous allez respecter le lieu comme nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, à l'inverse, quand vous payez avec une carte bleue, c'est une carte bleue qui vous a payé. Là, vous avez des gens et donc les lieux sont très respectueux et c'est un tourisme qui est un peu moins, on va dire, polluant dans le sens où les gens, comme ils arrivent dans le lieu, ils respectent tous les cas et ils évitent de mettre leurs déchets n'importe où parce qu'ils sont invités par les gens. Voilà. Et le dernier point, c'est que la façon dont ils voyagent n'a rien à voir avec du tourisme de masse parce qu'en fait, les gens vont laisser plein de conseils, vont vous mettre les meilleurs endroits où il faut aller. Et donc, vous allez avoir un type de voyage qui est vraiment différent. Et nous, on croit vraiment que c'est ça qu'on doit arriver. On doit arriver à convaincre le monde entier. On a l'impression que c'est ce que veulent les gens, même si on ne le voit pas que dans notre croissance. Mais tout le monde dit, tout le monde veut des expériences authentiques. On est la vraie expérience authentique. Voilà, voilà. Tout le monde ne veut pas visiter la même chose que les autres. Vous ne visitez pas la même chose que les autres. Et pourtant, on n'a pas 1000% de croissance. Bon, ça va bien, mais on trouve que ça ne va pas assez vite. Voilà. Et on ne désespère pas de convaincre plus de gens. Bon. Et alors, voilà, désolé, tu m'avais dit de faire court, mais j'ai pas fait court. On a déjà abordé certains des sujets. Donc, une croissance qui s'est beaucoup faite par la croissance externe et l'acquisition, ce qui est assez singulier dans l'univers des startups pour une société qui a 8 ans, en fait. Donc, vous avez acquis 5, 6 concurrents. Ouais. De nationalités différentes. Aujourd'hui, vous êtes 120, c'est ça ? Un petit peu moins, On peut en parler. On est passé par 120, on est un peu moins maintenant. On sait que dans les acquisitions, un des grands échecs, un des grands risques, c'est de ne pas réussir à créer en fait une nouvelle entité à partir des différentes acquisitions. Comment est-ce que vous avez abordé les choses, somme toute, en plus dans un écart-temps, un espace-temps assez court, et avec toutes ces nationalités différentes, comment est-ce que vous avez construit la société et est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à créer une société home exchange ou est-ce que vous êtes encore en train de le faire en interne ? Alors sur les équipes, c'est vrai que dans les acquisitions qu'on a faites, il y a en fait, l'Europe est un truc compliqué parce que en fait, quand vous voulez développer à l'international en Europe, vous allez vous retrouver avec plein de langues différentes. Donc c'est tellement plus facile d'être aux États-Unis, vous n'avez qu'un marché, ils parlent tous pareil, quoi. Là, vous avez de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, nous on a du polonais, on a du danois, et en plus on n'est même pas dans la même langue. Donc assez rapidement, on s'est rendu compte que ça c'était compliqué, mais on était un peu contraint par notre marché. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand on a acquis des sociétés, ça nous a permis aussi d'acquérir des cultures différentes et des langues différentes. Ce qui nous arrangeait parce que sinon, il fallait les gérer et les trouver chez nous. Et donc, on a une partie des gens qui habitent chacun dans leur pays et on était content de les avoir parce que quand vous voulez vous développer en Espagne, personnellement, je le ferai qu'avec des Espagnols, quoi. Je ne sais pas le faire autrement et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de plutôt le faire avec des Espagnols. L'idéal, ce serait qu'ils soient chez eux. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous les ramenez en France, on en a aussi, et en fait, ils se francisent vraiment vite, quoi. C'est-à-dire qu'assez rapidement, les gens vont prendre la culture, c'est marrant, hein, mais ils vont prendre la culture et ils ont les réflexes, mais ils perdent leurs réflexes de leur pays. Et on a des Américains, ils finissent par oublier qu'un Américain, il n'a pas le même rapport à l'argent, il n'a pas le même rapport à la nourriture, il n'a pas le même rapport aux vacances, parce qu'à ce moment-là, on a des Américains, ils ont le même nombre de semaines de vacances que les gens chez nous, qui en ont, 7. Et donc, ils oublient qu'aux États-Unis, ils en ont que 2 ou 3 maximum. Voilà, donc, quand on a fait ça, ce qui était intéressant pour nous, c'est que ça nous a permis tout de suite d'avoir plein de langues différentes, plein de cultures différentes. Et peut-être à l'inverse, alors je ne sais pas si c'est notre côté un peu français ou si c'est ça, c'est qu'on est quand même un petit pays, on s'enorgueillit d'être un grand pays, mais on est un petit pays. Et l'approche qu'on a, nous, de l'international, c'est de croire que chacun est différent. Airbnb ne se pose pas la question. Hein. Avant de se préoccuper de savoir si en France ou McDo,
il a fallu longtemps avant que McDo mette des salades en France, quoi, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà au McDo aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Mais globalement, ils ont un marketing qui est très global. Et nous, on a une approche qui est un petit peu différente. Donc, on a envie, dans chacun de ces lieux, de développer une culture différente. Et le problème, c'est que c'est très coûteux parce que vous allez recruter des personnes dans chacun des pays. Vous allez vous retrouver avec des équipes qui sont différentes. Voilà, donc ça, c'est la première différence, c'est la diversité de langues. Donc, ça force à avoir une culture interne qui ne parle que l'anglais. Or, je ne sais pas si vous avez des développeurs, mais ils ne parlent pas hyper bien l'anglais, encore moins bien que moi. Donc c'est difficile pour eux et ils n'aiment pas faire ça. Donc vous avez comment instituer que ça soit que l'anglais qui soit parlé alors que ça gêne 50% de l'équipe. Voilà, donc toutes ces problématiques. Ensuite, vous allez vous retrouver avec des zones différentes, avec la France qui est très... Nous, on est très centralisé, je sais pas comment centralisé. À Paris, on avait toute l'équipe qui était sur Paris. On se retrouve avec une équipe à Zagreb, une équipe aux États-Unis, une équipe en Espagne, une équipe un peu partout, puis des gens qui sont en remote un peu partout. Et les différences de culture c'est tellement facile quand tous les gens sont au même endroit, hein. Et quand vous vous retrouvez avec des gens, donc c'était quasiment 70% de votre équipe qui est partout, ça vous force à inventer des rythmes et des façons de faire qui ne sont pas très naturels pour vous. C'est-à-dire que le small talk, vous arrivez le matin au niveau du café, vous ne pouvez pas. Et ça marche aussi dans plein de choses. Donc on est obligé, on vit avec ça, on vit avec le fait que toutes ces personnes-là arrivent et sont partout, donc certains en remote, certains en plus petits groupes, certains en très grands groupes. Et cette culture générale, en fait, quand on rachète Home Exchange, on se retrouve, ça s'accentue, et on se retrouve à gérer ça. Et pour moi, ce qui a fait qu'on a réussi à la fin à intégrer un certain nombre de personnes, c'est un peu les valeurs. C'est-à-dire qu'à la base, on se dit, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur ce qui est important pour nous. Donc c'était alors des valeurs un peu qui vont paraître un peu galvaudées. On est vachement sur la confiance, mais par exemple on se rend compte qu'aux États-Unis ils sont pas du tout sur la confiance. Donc on se retrouve avec des équipes américaines qui sont complètement perdues parce que nous on laisse les gens on va pas se débrouiller, mais on laisse les gens être autonomes. En fait les Américains ils comprennent pas, en tout cas ceux qu'on a rencontrés. Je ne vais pas faire de généralisation, mais de ce que j'ai dans les retours, c'est qu'ils comprennent pas ça. En fait, la base du truc, c'est qu'on a un directeur marketing aux États-Unis, il attend qu'une chose, c'est que je lui dise, de ce dont moi je m'occupe, je lui dis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Alors là, par contre, si je lui dis ça, c'est une machine de guerre, quoi. Il envoie, alors si je lui dis, écoute, fais-moi la stratégie, il me regarde, ça dure, mais comme il n'ose pas me dire, parce qu'en fait, je suis le patron, il ne va pas me dire, attends, c'est ton boulot. Il me regarde et ça dure 2, 3, 4 semaines avant que je me rende compte qu'il n'a rien fait, quoi. Et je me dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Donc on a des tas de petites histoires comme ça. À Zagreb, par exemple, on a un bureau et on se rend compte que les gens à Zagreb ont un rapport à nous qui est vraiment, je sais pas, de vrais patrons. C'est-à-dire qu'ils nous cachent des choses, ils veulent pas, ils se retrouvent à nous mentir sur certaines choses. Alors ça ne nous est jamais arrivé parce qu'en plus on est plutôt gentils, on y va un peu, on va pas dire bébête, mais presque, quoi. Donc quand on arrive, ils sont contrôlés à tour de rôle, c'est-à-dire que quand ils allument leur ordi à Zagreb, ils ont un timer qui commence et à chaque fois qu'ils sont déconnectés de la page, on le sait, ils ont un logiciel qui les suit, qui les contrôle au quotidien, quoi. Donc nous, on arrive un peu naïvement, on supprime ce logiciel, on se dit non, confiance. Voilà. Et là, mais ils sont effarés, quoi, parce qu'ils se disent ok, cool, voilà. Et donc je vous raconte pas la suite, mais nous on arrive comme des bébêtes. Donc chaque culture, on se rend compte qu'on doit s'adapter. Et au début, on veut créer qu'une culture. Et on se dit c'est la seule solution parce que c'est notre culture, c'est ça qu'on veut instituer. On va instituer dans la confiance, on va instituer dans l'autonomie, on va instituer dans la bienveillance, etc. Et on se rend compte qu'au début, on fait ça et on se plante complètement. Ça perd beaucoup de gens. On a des gens qui s'en vont parce qu'ils sont perturbés parce qu'on n'est pas assez hiérarchique, quoi. En France, si on fait, c'est l'inverse, hein. Si on fait un tout petit peu de hiérarchie, ils partent tous, quoi. Donc on est obligé assez rapidement de se dire, un peu de façon utopique, il n'y a pas une culture évidente à faire. On va accepter le fait qu'il y ait des endroits différents, des cultures différentes et des traitements différents. Et ce qui n'est pas du tout ce qu'on voulait faire au départ. Voilà. Mais par exemple, sur les Américains ont été un peu choqués. En France, nous, quand les gens sont malades, on continue à les payer. Et on leur demande aucun justificatif. C'est comme ça. Bon, il y a pas la loi est peut-être un peu différente, mais en tout cas, nous on fait ça. Mais aux États-Unis, on ne pouvait pas faire ça, quoi. Les Américains étaient choqués qu'on fasse ça, parce que pour eux, en fait, il y a un rapport vraiment choqué, quoi. Ils nous ont dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc on n'a pas fait ça aux États-Unis, mais sauf que ça crée une différence. Et au début, on était mal à l'aise avec ça, et petit à petit, on s'est dit, on va le faire, voilà. Et ainsi de suite, on a monté le truc comme ça. On s'est rendu compte des choses, ce qui fait que maintenant, on a un peu stabilisé. On a des cultures différentes, on a des
des façons de faire travailler les gens différentes. On a beaucoup plus de KPI aux États-Unis, beaucoup moins en France. On a beaucoup plus d'autonomie en France. À Zagreb, c'est beaucoup plus contrôlé. Voilà. En Espagne, l'Espagne et la France, ils sont un peu pareils. On n'a pas eu de difficulté, mais on voit nos Allemands, ils ont besoin d'être un petit peu plus encadrés. Donc on a plus d'objectifs régulièrement à leur faire. Donc on a un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est les Allemands qui sont comme ça, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Et on a accepté cette différence. Et ensuite, on a recréé des valeurs avec la totalité des gens. Il y en a une où on se retrouvait tous, c'était sur la bienveillance. Voilà. Mais par exemple, on avait la liberté. On a viré la liberté. On s'est rendu compte que la liberté, ce n'était pas une valeur qui nous était commune. Donc on a gardé la bienveillance, parce que la bienveillance, c'était quelque chose où les gens, quel que soit l'endroit, ils en voulaient. Voilà. Donc on a viré la liberté, on avait l'autonomie ou un truc comme ça. Je crois que ce n'était pas exactement le nom, mais on l'a viré aussi, parce que ce n'était pas une valeur commune. Voilà. Et on a dû reconstruire ces valeurs-là. Et après, on s'était sans doute pas assez bien renseigné, même si on s'était beaucoup renseigné. Mais on nous avait tous dit qu'il faudra reconstruire des valeurs. Ben, on a mis peut-être une petite année et demie avant de reconstruire ces valeurs. Voilà. Et on a fusionné, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'en fusionnant tout, on avait quand même des équipes qui étaient restées un petit peu sur les différents sites. Et en fusionnant tout, eh ben, on a dû recréer à nouveau des valeurs parce qu'il n'y avait plus qu'une valeur. Et alors, c'était celle du site, quoi. Et le nom s'appelait Home Exchange, mais la base technique et le site lui-même était celui de Guest to Guest. Et donc, en fait, il y a eu un petit combat pas un combat, mais il y a une histoire, en tout cas, qui fait que les deux populations, ceux qui se sentaient très de Home Exchange et ceux qui se sentaient très de Guest to Guest, il y a eu un petit peu de conflit. Et il y a toujours, chez Home Exchange, ils faisaient ça. Chez Guest to Guest, on faisait ça. Il y a toujours de temps en temps des petits relents. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'en termes de turnover, je crois qu'il y a évidemment, il y a plus de personnes qui sont arrivées quand les marques on avait les deux marques, historiquement. Voilà, parce qu'on a grossi, etc. Et il y en a qui sont partis. Et malgré ça, il y a encore un petit peu des tempéraments différents, des façons de voir l'échange différents. Voilà. Et aujourd'hui, les valeurs ? Alors, j'ai honte parce que... je veux dire, en fait, pourquoi je les sors pas ? Parce qu'en fait, je trouve que... en fait, pour moi, on est encore en phase de création. Et ce qu'on a fait, cette étape de vouloir recréer ces valeurs, on a vu qu'on les force, de mon point de vue. Mon associé ne dirait pas ça, c'est pas content que je dise ça, mais on les a un peu forcés. C'est-à-dire qu'on a créé des valeurs et on était encore à une étape. Je pense qu'il nous reste encore une étape pour arriver à recréer les valeurs communes de la totalité de l'entreprise. Voilà, donc aujourd'hui, ça doit être, je les avais notés. Le rapprochement n'est pas suffisamment mûri encore dans l'esprit des gens pour être en capacité de construire ensemble ? Je pense que comme on a fusionné les offres, qu'on a fusionné le site, qu'on est en train de le changer, qu'on a beaucoup appris depuis qu'on a fusionné, parce qu'on n'a pas parlé des business models, mais on a deux business models qui étaient celui de Guest to Guest, celui d'Home Exchange, je peux vous les donner juste après. Et donc tout ça fait que dans notre parcours client, on a changé aussi. Donc il y a plein de choses qui changent tous les jours. On reste une start-up quand même, au sens où on fait changer beaucoup de choses. On a envie vraiment que ça soit de plus en plus facile. C'est un des sujets de croissance qui est très important. C'est qu'en plus vous parlez à des gens, plus l'expérience doit être évidente pour le client, parce que vous parlez à un grand nombre de personnes. Et donc je pense qu'on a encore une étape pour arriver à bien redéfinir qui est Home Exchange d'ici, je pense, 6-7 mois. Ouais, on refera ça en 2020, je pense. Voilà. Okay, je propose qu'effectivement, tu nous donnes rapidement les deux modèles économiques, et puis après, on passera à un autre sujet. Alors, historiquement, Guest to Guest, on avait un modèle de croissance qui était de dire si vous venez chez moi, je peux vous demander une caution ou une assurance. On a lancé l'assurance après. Donc, vous venez chez moi, j'ai mis une caution et nous, on prenait 3,5%. C'est pour ça qu'on ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires, parce qu'il y en a quand même 20% qui prenaient rien. Voilà. Ou une assurance. Voilà. Quand on a lancé l'assurance, c'est globalement 80% qui prenaient la caution et 65% qui prenaient l'assurance. Et Home Exchange avait un modèle économique qui était l'abonnement. Dès le départ, vous devez payer $150. C'était ça. Nous, on pensait que c'était une mauvaise idée parce que si vous ne croyez pas à l'expérience de l'échange de maison, vous devez payer avant d'avoir vu le service. Et un peu comme... je sais pas, dans la location, il y a eu ça aussi, c'est-à-dire que je pense qu'à l'époque où Airbnb s'est lancé, le plus gros site de location, je sais pas, ça devait être, c'est HomeAway maintenant, mais qui s'appelait peut-être HomeLidays à ce moment-là, il y avait un prix d'abonnement aussi. Voilà. Et donc en fait, il y a une sorte d'historique. Pourquoi ils avaient fait ça ? Parce qu'au début, c'était du papier. C'était dans les années 2000. Vous aviez beaucoup de services qui étaient hérités du passé avec des catalogues papier, du particulier au particulier. C'était un catalogue papier que vous achetiez. Donc ils avaient hérité ça. C'est un vrai inconvénient de croissance. Donc on a créé ces deux business et
On a dû le changer parce que comme on vendait dans plein de pays de l'assurance, c'était complètement illégal. On a dû le changer. Donc on a vendu un service qui était de 10 € par nuit. Et aujourd'hui, on a 10 € et l'abonnement. Et on s'en sort moyennement. On a un vrai travail à faire pour essayer de gérer ces trucs-là. Et il va falloir dans les prochains mois, donc comme je sais que je suis filmé, je ne vais pas dire ce qu'on a décidé, mais il va falloir qu'on modifie ça pour trouver la chose la plus simple, voilà, avec la possibilité toujours de tester, parce que ça, c'est ce qui fait la croissance, mais quelque chose qui aujourd'hui, c'est compliqué les deux, parce que s'il y en a un qui ne paye pas son échange, donc à l'abonnement, et l'autre qui paye, dès que vous faites une modification, vous devez faire repayer l'un, lui rembourser, voilà, et donc ça crée des disparités, donc il faut qu'on arrive à décider sur quoi on va, quoi, voilà. Un modèle encore en évolution, ça encourage tous ceux qui passent leur temps à réfléchir, changer. à améliorer leur modèle. Il y a un point dont j'aurais bien aimé que tu puisses témoigner, c'est celui de l'organisation des hommes. Ouais. Alors, plus dans la phase, dans l'aspect intégration, mais plus sur la façon de voir justement la gouvernance interne, le pilotage et ce que vous avez mis en place avec ton associé à ce niveau-là. Alors, historiquement, comme je vous disais, nous, on est dans une logique très libre, voilà, et ça vient de trois facteurs principaux, c'est nos personnalités. En fait, moi, je déteste suivre ce que font les gens. J'aime pas, déjà, historiquement, je déteste qu'on me donne des ordres. C'est pour ça que je suis entrepreneur, moi, perso. C'est que je voulais pas que quelqu'un puisse me donner des ordres. Je voulais être libre, voilà. Le deuxième truc, c'est que les profils que l'on recrute, je sais pas si vous recrutez des gens qui ont entre 25 ou à 22 et 25, c'est qu'ils sont un peu comme moi. Ils aiment pas trop qu'on leur explique la vie. Voilà, et ça je trouve que ça joue. Et la troisième raison, c'est que on voyait que pour réagir vite, en fait, plus on mettait la décision proche des personnes qui connaissaient et moins ça nous remontait, plus ça allait vite. Et nous, on voulait que ça aille assez vite parce qu'il y a plein de moments où il fallait réagir beaucoup plus vite que quand je vous dis, on est parti une semaine en vacances là, à Los Angeles. Il y a eu plein de choses qui se sont passées et ils ont réagi tout seuls. Ils n'ont pas envoyé qu'un mail en attendant une validation de notre part. Voilà. Donc on avait un peu ces trois trucs. Donc historiquement, on a créé quelque chose qui était vraiment très libre. On l'a au début très théorisé et puis petit à petit, ça s'est un peu transformé. Voilà. Et ce qui était important pour nous, c'est de trouver la bonne organisation pour répondre à tous les changements qu'on faisait tout le temps. Voilà, parce que dès qu'on avait une nouvelle entreprise, dès qu'on faisait l'acquisition de quelque chose, ça faisait changer le business. Dès qu'on changeait le business model, on est passé de notre caution à 10 € par nuit, ça faisait tout changer dans la façon de récupérer un client, dans le produit, etc. Voilà. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec Emmanuel, on a eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que comment on s'organise pour que on a un business aux États-Unis, on pense que c'est un très gros marché pour nous, et Emmanuel est parti aux États-Unis. Il aurait mieux fallu que ça soit moi au départ, mais historiquement, il s'occupait plutôt du produit et du développement et moi du marketing et du commercial. Ce qui était marrant, c'est que lui, il avait fait une école de commerce, puis il a fait HEC, et donc il s'occupait du dev et du produit. Et moi, j'avais fait une école d'ingénieur et je m'occupais du marketing et du commercial. Bon. On ne le disait pas trop, je racontais tout à l'heure, on ne disait pas trop au fond, parce que on laissait planer un certain doute sur qui s'occupait de quoi, parce que c'était pas clair, mais ils aimaient bien le fait qu'il y ait les deux, et je pense que dans leur tête, c'était inversé. Mais voilà. Et donc, quand il est parti aux États-Unis, en fait, l'équipe qu'on avait aux États-Unis, c'était beaucoup plus du marketing. Voilà. Et donc, c'est plutôt moi qui les gérais, et lui, il était aux États-Unis. Mais on savait que ça allait avoir un certain temps, et on a mis quand même le temps que ça se passe. On a mis 1 an et demi à changer l'organisation. Aujourd'hui, il s'occupe de l'équipe américaine, et moi, je m'occupe de toute l'équipe qui est sur Paris et sur Zagreb. Voilà. Et dans les équipes, c'est pareil. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas si nos métiers, juste en termes d'équipe, pour vous donner, c'est qu'on fait donc, du produit, c'est-à-dire le site internet, du développement, globalement des devs, de la communication, parce que comme on fait du B2C, on développe la marque, le branding, on fait du marketing et du service client. La plus grosse partie, c'est du service client, voilà, parce qu'on le fait dans le monde entier, il faut être du 24/24. Voilà, et c'est pour ça qu'on a gardé Zagreb, qui était le centre d'appel de Home Exchange, qui nous permet de faire du 24h/24. Les Croates, ça ne leur pose pas de problème de travailler la nuit. À Paris, c'était plus compliqué. Voilà, donc, on a gardé ça. Et ça marche très bien. D'ailleurs, ils parlent très bien l'anglais. Ils sont très réactifs là-dessus. Voilà. Et donc, voilà un peu près nos métiers. Et ce qu'on a décidé dans l'organisation, dans la croissance, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs moments, au début, quand on était 20, on décidait tout ensemble. Et on était l'un en face de l'autre, on discutait. Donc, les métiers, en fait, on disait qu'on faisait ça, mais on partageait tout. On était en face l'un de l'autre. Donc on faisait tout. Dès qu'on a commencé un petit peu à croître, on a vraiment un peu plus séparé. Et on a eu les mêmes problèmes que vous avez peut-être et que vous aurez sinon, c'est que quand vous séparez mais que vous grossissez, vous allez vous retrouver avec des différences qui apparaissent dans les deux façons de réfléchir. Voilà. Emmanuel, on est très différents. Vous nous posez la même question, on va vous répondre l'inverse. Donc chaque fois, quand on était l'un en face de l'autre, ça marchait bien. Quand il est parti aux États-Unis, on a eu
allez, 15 jours, non, plutôt 3, 4 mois, où l'entreprise était complètement perdue parce qu'il y avait 2 personnes qui répondaient et on se parlait pas assez. Donc on a organisé et petit à petit, donc tout le monde nous avait dit, il faut vraiment que vous vous parliez souvent. Donc on avait dit, ouais, on n'est pas vraiment organisé. Et puis dès qu'on a vu que c'était le bazar, on a un call tous les jours, normalement à 15h. Voilà, on se voit, donc moi je vais aux États-Unis, il vient en France et on se fait des temps ensemble. Et on a donc organisé notre vie autour de ce type de communication. Et on a imposé ça à toutes les équipes qui travaillaient en dessous nous. Donc ça crée on a des grands écrans dans les 2-3 endroits pour pouvoir faire. On a pris un abonnement payant à tous les trucs possibles pour que ce soit Skype, Zoom, je sais pas quoi, pour que les gens le fassent. Et on les a forcés à intégrer les différentes équipes. Donc on a changé cette organisation pour qu'elle puisse s'adapter à la taille et au fait que les gens étaient en remote. Et on a forcé les gens à Paris à pu se retrouver dans la même salle quand en face il y avait plein de gens en remote. Donc chacun se met en remote. Donc il va se mettre dans une petite salle, on a des petites zones pour que tout le monde soit pareil. Parce que si vous avez 10 personnes dans une même salle et 3 personnes en remote, en fait, personne n'écoute les gens qui sont en remote. Et ils n'ont pas leur parole. Alors que si tout le monde parle tout seul, en fait, tout le monde a le même pouvoir et ça fait une réunion qui tient la route. Voilà. Donc il y a des tas de petites choses comme ça qui nous ont forcés à modifier. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore rechangé l'organisation, on l'a changé, je pense, tous les 6 mois pour essayer de s'adapter au type de problématique. Quand on avait 3 sites, c'était pas pareil que quand on n'en a qu'un. Aujourd'hui, ça a simplifié tout le parcours. Donc on a changé les équipes, on a changé l'organisation pour cette simplification. Voilà. Et ça, c'est un des apprentissages qu'on a, c'est que plus on grossit, plus on a envie de simplifier l'expérience et plus on simplifie aussi tout le parcours entre nous. Voilà. Pour éviter que... Et ça se fait assez naturellement, pour éviter que ça soit le bazar. En fait, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Moins vous avez besoin de le gérer. Vous avez voulu aussi au départ partir vers une entreprise libérée, donc tu parlais de ce sens de liberté, donc libérée en tout cas, pas centralisée, pas hiérarchique comme on peut l'avoir vu être en tant que Français, beaucoup plus comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous illustrer au quotidien ce que ça implique en termes de participation de l'ensemble des équipes ou la possibilité de participer des équipes pour des décisions très stratégiques comme des décisions peut-être plus quotidiennes. Je crois que vous avez une organisation un peu particulière. Oui, alors sur ça, en fait, par exemple, donc je vous disais aux États-Unis, c'est plus libéré. Voilà, donc Emmanuel le gère à sa façon et c'est ce qui marche le mieux, donc on le fait plus. Sur la France, en fait, le défaut de l'organisation, c'est qu'on a remarqué que sur des décisions qui étaient un peu stratégiques, donc d'organisation, de changement, en fait, ça ne permettait pas de le faire. Ce qui est assez logique, on aurait pu y réfléchir, c'est que ça joue sur les hommes. Et quand les hommes doivent se changer eux-mêmes, c'est un peu comme les députés qui votent leur salaire. Vous aurez du mal à leur faire voter une baisse de salaire, quoi. Il faudrait qu'il y ait une pression extérieure. Là, c'était un peu pareil. Quand vous demandez aux gens de dire qu'ils doivent, je sais pas quoi, ne plus avoir de management pour répartir les gens différemment, c'est pas possible. Voilà. Donc, on a accepté de dire, et ça m'a semblé assez logique après coup, mais peut-être que vous allez me dire que ça l'est pas, c'était de dire que les gens qui doivent décider, c'est ceux qui ont les informations. Voilà. Et donc on a créé, alors concrètement c'était facile, au début ce qu'on faisait c'est que quand il y avait une décision qui était transversale, les décisions individuelles sont prises par les personnes, voilà, il n'y a pas besoin d'en référer à quelqu'un, il faut juste avoir les bons experts avec vous. Et quand il y a des décisions qui sont transversales, eh ben, vous devez créer, alors ça s'appelait une crew, maintenant on appelle ça ce que vous voulez, ça s'appelait une crew, vous devez retrouver des personnes à l'intérieur et toutes ces personnes-là doivent travailler et les autres peuvent juste regarder. Je donne un exemple, on a mis en place donc, le remote, à Paris ils voulaient du remote, et il y en a qui habitent un peu loin maintenant, ils sont décidés et il fallait définir des règles. Voilà, et ben, ils ont monté une crew, il y avait 4-5 personnes qui étaient d'accord pour le faire, ils ont monté la crew, il fallait qu'il y ait une personne juridique parce qu'il fallait changer les contrats de travail. Voilà, et ils ont décidé, nous on n'est pas du tout intervenus. Alors aujourd'hui, historiquement, c'était une journée par semaine. C'était pour les étrangers, ils avaient le droit de prendre 15 jours par an. Ils ont défini ça tout seuls, 15 jours par an pour qu'ils puissent rentrer chez eux, faire leur remote de chez eux. Voilà, et ils avaient le droit à un remote par mois d'urgence. Donc vous avez un colis à vous faire livrer, vous avez des meubles, etc. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus 2 jours par semaine. Et les remotes d'urgence, il y en a beaucoup. Voilà, mais en fait, pour nous, c'est pas très dérangeant. Ce qu'il faudrait, c'est que la crew, vous voyez, on évolue, on l'avait fait un peu structuré, puis plus on avance, plus on se rend compte que la structuration de ce genre de choses n'a pas forcément d'intérêt pour ce genre de choses. En revanche, ce qu'on voit, c'est que sur des projets un peu transversaux, vous voulez améliorer votre business model, en fait, il n'y a personne qui va prendre, alors que je l'espérais, qu'il y ait personne qui prend le sujet en disant il y a un problème, telle chose, etc. On voit qu'il y a une sorte de stagnation
dans l'innovation en fait. Moi, ce que j'appelle l'innovation, c'est-à-dire pouvoir faire évoluer les choses. Ensuite, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas choquant et que c'était peut-être notre rôle à nous, Emmanuel ou à moi, d'être moteur dans cette chose-là. C'est-à-dire que sur les innovations, sur les grands traits d'innovation, on est un peu plus moteur et on va l'amener. Ensuite, dès qu'on l'a amené, dès qu'on le lance, les gens vont se l'approprier et créer l'intelligence. Et il n'y a plus forcément besoin qu'on soit là. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire, et ça marche plutôt bien, c'est que on partage quoi. Sur les décisions, je sais pas, faudrait que vous me demandiez s'il y a par exemple, sur les acquisitions, c'était plutôt nous. Voilà. Mais à partir du moment où on avait fait l'acquisition, c'est pas nous qui l'intégrions. Voilà, pas du tout. Et on ne sait pas ce qui se passait, on les laissait débrouiller. Mais c'était un peu normal parce qu'au début, il y a des conditions. Donc, il y avait des personnes intégrées, donc ceux du marketing venaient nous aider, mais c'était un peu plus notre projet. Et sur chacun de ces sujets-là, si on lance, je sais pas quoi, un nouveau CRM, une nouvelle façon d'approcher nos clients, c'est une personne du CRM qui va le faire. Nous, on peut y participer en tant que pas expert, si l'un de nous, là c'est plutôt moi qui suis plus expert qu'Emmanuel là-dessus, mais sur le produit, ça peut être Emmanuel, etc. Et sur chacun des sujets, on n'intervient plus qu'en tant qu'expert, et les gens se l'approprient et décident, et c'est une intelligence un peu collective dans le sens que ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens décident à notre place, sinon ça n'a pas de sens, mais que la décision soit un petit peu collective. Voilà. Et il y a très peu, je ne sais pas si vous en avez des... je sais que les gens qui sont un peu mes contradicteurs là-dessus, ils ont tendance à dire ouais, mais il y a des fois il faut décider quoi. Et en fait, si vous décidez que 80% de votre équipe est contre, il y a toujours 10-15% de rebelles qui sont toujours contre tout. Mais ça, si c'est 85% des gens qui sont pour, en fait la décision elle se fait et eux ils restent dans leur posture. Voilà, moi je suis un peu rebelle, donc de temps en temps je râle. Mais à la base, si tout le monde est d'accord, vous finissez par vous y habituer. Voilà. Mais par contre, si vous prenez une décision et tout le monde est contre, en fait, vous allez vous rendre compte que, de mon point de vue, c'est que l'entreprise ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous décidez, je ne sais pas quoi, de faire telle chose, si ils sont contre, ça ne va pas marcher. J'espère que c'est clair. En tout cas pour tout le monde. Donc, quand il y a un sujet, est-ce que aussi les salariés peuvent venir s'emparer d'un sujet que vous n'aviez pas automatiquement. Donc le CRM, les changements de CRM dans le courant, dans le quotidien, on voit qu'il est nécessité de le changer et on crée un groupe, une crew. Est-ce que par ailleurs, ils peuvent saisir l'entreprise sur un sujet? Et est-ce qu'il vous est arrivé d'être en porte-à-faux par rapport au fait que c'était un sujet que vous n'avez pas automatiquement envie de voir sortir ou... On a eu un sujet qui était drôle, c'était en fait à un moment, il y a un groupe qui est venu nous voir en disant on voudrait venir créer un autre bureau et le bureau on voudrait le créer à Bordeaux. Ça, c'est assez rigolo. Et là on fait Bordeaux, pourquoi Bordeaux? Mais c'est quand même compliqué, etc. Et si on voudrait, donc on a monté une crew, donc vous savez même pas. Voilà, on a monté une crew pour le faire. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous a rajouté une règle. C'est pas qu'on voulait pas aller à Bordeaux, parce que ma femme rêverait de venir ici. Voilà, moi je suis un peu plus parisien. Tout simplement, on s'est rendu compte que ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait une partie des gens qui oubliaient que c'était la première règle de la crew, c'était de se dire est-ce que c'est bien pour l'entreprise. Voilà. Et on avait oublié cette règle. Et alors que sur le remote, en fait, quand ça allait venu après le remote, on leur a dit est-ce que la règle que tu es en train de mettre est bien pour l'entreprise? Et donc par exemple, dans les règles de remote, ils disaient ils n'avaient pas le droit de faire de remote je ne sais plus quel jour, c'est le mardi ou le jeudi, pour que les équipes puissent être ensemble. Et c'est eux qui l'ont fait. Et on n'aurait pas mis cette règle, je pense qu'il n'y aurait eu aucune règle là-dessus. Et ça a permis de clarifier. Et sur Bordeaux, on leur a dit est-ce que c'est bien pour l'entreprise aujourd'hui? Et ils ont eu entre guillemets l'intelligence de se rendre compte que s'il y avait ils avaient fait des votes sur les villes. Je crois que Bordeaux était première. Il y avait 6 personnes qui voulaient aller à Bordeaux. On était une trentaine à ce moment-là. Je crois que Nantes était deuxième avec 3 personnes. Voilà, et ainsi de suite. Et on a dit, est-ce que ça serait bien s'il y avait 6 personnes qui partaient de l'entreprise? Ça serait bien pour l'entreprise. Et ils ont reconnu que non, ça ne serait pas bien aujourd'hui. Voilà. Et j'en parlais. Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait avoir du sens. Mais à cette époque-là, ça n'avait pas de sens. Et ils ont reconnu donc, que cette initiative en fait, a été retardée. Pas parce qu'on ne l'a pas décidé, mais eux-mêmes ont dit non, mais vous avez raison. En fait, si on le fait en faisant attention à l'entreprise, ce n'est pas le bon moment. Parce qu'en plus, les 5 personnes, il y en avait un, c'était un développeur. Un, c'était une personne du CRM. L'autre, c'était une personne du service client. Et le lien entre les personnes, il aurait fallu limite qu'une équipe parte. S'il y avait tous les développeurs qui avaient voulu partir à Bordeaux, ça aurait eu plus de sens. Mais ce n'était pas ça qui était en train de se passer. Voilà, mais aujourd'hui, on a une personne qui est partie. On a une personne qui est partie vivre à Hong Kong. Donc, elle est à 100% de son temps et elle travaille pour nous. Il y en a une qui est à Nantes. Il y en a un qui est à Reims. Donc, on a accepté progressivement que les gens partent vivre avec des règles un peu différentes. C'est-à-dire, celle à Hong Kong, elle revient 2 fois par an pendant 15 jours. Celui qui est à Reims, il revient 1 fois par jour. On a un Lille maintenant, d'ailleurs. On a un développeur à Lille. Et il revient 2 jours par semaine.
Et ça nous a pas, voilà, ils l'ont décidé entre eux, ça ne nous pose pas finalement de problème. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pas un enjeu aujourd'hui. Et pour le recrutement, parfois, pour trouver ce développeur-là à cet endroit-là, il fallait faire ça. Donc, on a accepté. J'avais une autre question avant de passer aux questions dans la salle, qui était, tu as évoqué le changement de fonctionnement qu'il a fallu que vous mettiez entre ton associé et toi, Emmanuel et toi. Plus globalement, on parle beaucoup, quand on parle d'entreprise en hypercroissance, des enjeux de captation de marché, d'interne. On parle moins de ce qui peut se passer dans le couple ou dans le trio des associés. Si tu dois un peu projeter sur qu'est-ce qui peut attendre les dirigeants qui sont ici, quelles sont, dans ce domaine-là, et peut-être même dans d'autres, quelles sont des grandes choses auxquelles il faut qu'ils soient vigilants, au-delà de cet aspect de la communication que vous avez abordé. Est-ce qu'il y a d'autres sujets forts pour bien aborder cette hypercroissance entre associés ? Alors, de la même façon que moi, je pense qu'il faut habituer les équipes à pouvoir être flexibles. Nous-mêmes, on a dû l'être. Voilà. Il y a 2 sujets, c'est justement ce qu'on y fait. Donc, je vous dis, moi, je ne devrais pas dire ça parce qu'aujourd'hui, s'ils m'écoutent, ça va bien. Je ne voulais plus diriger des devs, voilà, parce que je l'avais fait et je trouvais ça dur et il y a un peu de posture parfois chez les devs en France, etc. Donc je me dis non, plus jamais. Le produit, j'en avais marre d'aller faire tous les tests pour vérifier, etc. Ça me faisait suer. Donc voilà, c'est pour ça que dans mes autres expériences, j'étais parti sur du marketing. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, je gère et les équipes produits et les équipes dev, etc. Donc on a dû s'habituer. Donc première chose, c'était le bien de l'entreprise de faire ça. Donc c'est moi qui l'ai amené à Emmanuel en disant écoute, tu es aux États-Unis, tu t'occupes, c'est n'importe quoi, tu t'occupes des devs, tu viens une fois par... Écologiquement parlant, en plus, tu viens de Boston une fois par mois. Moi, j'y vais une fois par mois aussi pour aller gérer mes équipes. Donc, on va changer ça. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut accepter d'être super flexible et de s'adapter à notre environnement. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes, on avait des enjeux vis-à-vis de... Et ça, c'est quand vous levez beaucoup, vous avez un enjeu vis-à-vis de vos actionnaires qui augmente avec le montant. Voilà, en tout, nous, on avait 40 millions. Et en fait, plus vous avancez, plus vous devez gérer cette problématique-là. Et on le faisait tous les deux. On a fait beaucoup de choses tous les deux. Et donc, on s'est spécialisé. On s'est dit, en fait, il faut qu'il y en ait un de nous. Parce que sinon, on perd beaucoup de temps tous les deux à chaque fois à faire tous les documents du board, toutes les communications qu'on fait avec nos actionnaires. Donc, on en a professionnalisé un. Donc, c'est Emmanuel aujourd'hui qui gère la gestion des actionnaires. On a un board quasiment par mois, voilà, de discussions, etc. Et ça prend beaucoup de temps. On a beaucoup de documentation. Voilà, et donc on savait qu'il fallait le faire. On a aussi peut-être un avenir. Aujourd'hui, on est rentable, mais si on veut continuer à croître, il faudra peut-être avoir une autre étape. Donc ça, pareil, ça prend énormément de temps et on ne peut pas mélanger l'opérationnel au quotidien de ça. Donc on a décidé de changer la façon dont on travaillait. Sur les États-Unis, en fait, même s'il ne faisait pas du marketing, je lui ai dit tu seras vachement plus efficace que moi au quotidien à le faire. Donc on a changé ça entre nous. Le petit aspect qui est apparu, et que c'est un peu histoire d'ego. Voilà. Alors il se trouve que nous, dans notre association, on a tous les deux de l'ego. Ouais, on a tous les deux de l'ego. Et en fait, moi, j'aime pas trop ni faire de la télé, ni faire de la presse, etc. Et puis, au bout de la 10e fois, Emmanuel faisait tout ça. Il était encore à Paris. J'ai ma mère qui me dit, mais c'est pas ta boîte, c'est toujours celle d'Emmanuel, etc. J'en ai eu marre, donc je lui ai dit, écoute Emmanuel, fais chier, j'ai envie de faire de la télé. Donc je me suis forcé, je déteste ça en fait, c'est pas un plaisir. Et donc on a réparti. Mais là, il fallait, vous voyez, avoir l'intelligence de... Alors que c'est pas très intelligent parce qu'à la base, c'est mieux d'avoir un visage, en toute honnêteté. Mais on s'est quand même réparti parce que l'ego était important pour moi, j'en avais besoin. À l'inverse, depuis qu'il est parti aux États-Unis, en fait, il faut accepter que le visage aux États-Unis, ça soit lui, et le visage en France, c'est plutôt moi. Voilà, on s'est réparti ça. Mais n'empêche que cette acceptation, ce changement entre les deux, ça a beaucoup joué. Voilà. Et c'est vrai que si les journalistes parfois résument, et quand il y a marqué Charles-Édouard fondateur, pour Emmanuel, c'est dur parce qu'il n'a pas ce sentiment-là, on l'oublie. Voilà. Et à l'inverse, c'est pas forcément. Moi, je le dis. Vous m'avez entendu parler d'Emmanuel plein de fois, donc vous voyez que c'est pas un besoin. Mais pour l'ego de l'autre, ça joue beaucoup. Or, on sait que il y a un moment, et moi c'est ce que je souhaiterais, c'est plus le cas, ma mère maintenant a accepté, donc ça devrait pouvoir accepter, mais si un jour Emmanuel revient en France, je voudrais que ça soit lui qui s'en occupe, donc je lui avais proposé d'organiser un peu différemment, c'est-à-dire de prendre la communication externe pour avoir le visage,
Là, on a eu la chance d'être dans donc le Next 40, donc aller à l'Élysée, etc. Et en fait, l'idéal, ça serait plutôt que ça soit lui. Il est largement meilleur pour le réseau, pour le truc. Et il parle beaucoup mieux que moi aux journalistes. Moi, je raconte n'importe quoi. J'ai tendance à raconter des histoires. Et lui, il est beaucoup plus précis. Voilà, donc ça serait mieux pour l'entreprise. Et je pense que s'il rentre, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, je vais m'occuper de la partie opérationnelle. Il va falloir que je mette un peu mon ego de côté. Et que lui, il reprenne cette partie-là. Voilà. Et donc, il ne faut pas négliger du tout. Les petits soucis qu'on a eus avec Emmanuel sont très liés à l'ego. Voilà. C'est le fait qu'il y en a un qui a un peu moins d'exposition, le fait qu'il y en a un de plus, le fait que l'équipe, machin. Tous ces jeux-là sont des enjeux très importants parce que dès que le sentiment de réussite apparaît, et cette répartition du plaisir ou du résultat de la réussite est hyper importante entre les associés. Voilà. Et ça vient aussi du fait qu'on est associés, mais qu'on n'a pas des positions, on n'est pas très très différents dans notre logique. On est tous les deux, on va dire, on n'a pas des grands spécialistes. Je suis pas un développeur. Et lui, c'est pas, voilà, il n'y a pas cette répartition-là. Peut-être que dans certains d'autres types d'associations, ça se fait plus naturellement. Chez nous, il y avait un vrai travail et on en parle souvent. Voilà. Et sur des choses qu'on avait mis en place et qu'on a dû faire fonctionner, c'est que l'éloignement fait que c'est compliqué, voilà, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. Et on s'était dit dès le départ que si on avait un problème de discussion, on ferait appel à... On a une personne qui fait partie de notre board. On lui avait dit si on a un moment de tension entre nous, comme on ne veut pas que ça joue sur l'entreprise, on ferait appel à elle. Et il se trouve que pendant la fusion, avec beaucoup de tensions, moi je m'en prenais beaucoup plus dans la figure parce que comme je m'occupais de la partie service client, c'est nous qu'on en a pris beaucoup. Emmanuel, lui, on s'en prenait aussi beaucoup parce qu'il s'occupait du produit et c'est là il y avait des bugs, donc c'est là où on trouvait les bugs. Donc nous on prenait tout et lui il était censé les résoudre. Donc c'était beaucoup de tensions. Et on a dû faire appel à cette personne-là qui nous a aidés à recommuniquer. Et il y a un moment, on a eu une petite rupture de communication. Et il ne faut pas du tout le nier parce que ça joue énormément sur l'entreprise. Pendant cette période-là, les équipes étaient scindées en deux, quoi. Ils prenaient parti pour l'un et pour l'autre. Voilà. Et ce qui ne va pas du tout, c'est pas bon. Hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez et on avait mis en place le procédé, moi, c'est un peu ce que je conseille à tout le monde. C'est pas écrit forcément, c'est d'arriver à définir des règles qui sont importantes selon les cas, qui sont très différentes, mais définir des règles qui vous permettent de régler les cas qui sont importants pour vous. Nous, je sais qu'on n'a jamais de conflit sur l'argent. On a les mêmes valeurs sur l'argent. On n'a pas de conflit sur la gestion des gens. C'est-à-dire qu'on attache autant d'importance aux personnes que l'un et l'autre. On a des conflits un peu sur l'ego, voilà, et on a des conflits sur la communication. Emmanuel est un grand adepte de communication non violente, donc il est vachement plus doué que moi pour me faire parler. Moi, je suis plus en confrontation. Et donc, voilà, sur ces enjeux-là, on a eu besoin d'un petit peu d'aide pour arriver à le sortir. Et vraiment, je loue Michel, qui est notre coach là-dessus, qui nous a permis, et j'ai autant de plaisir à travailler maintenant. Pendant un mois, j'ai eu un peu moins de plaisir à travailler qu'Emmanuel. Voilà, on s'est vraiment engueulé. Mais maintenant, Emmanuel, c'est vraiment un ami, et c'est une personne que j'adore. Et ça nous a vraiment sorti de là. Et je pense que ça aurait pu faire exploser l'entreprise si on ne l'avait pas bien résolu. Merci. Je crois que j'ai fait le tour des grands sujets qu'on s'était ciblés, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que je pense que vous en avez certainement et que... Pour que les gens du fond puissent entendre aussi, on va... Bonjour, merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur la jeunesse du projet. Quelle est la motivation et quel est le déclencheur qui vous a dit « Ok, je me lance avec cette personne », sachant que l'idée n'était pas bonne au début? Non, mais j'ai caricaturé, je trouvais donc plus lié à Emmanuel, c'est ça? Donc plus lié pourquoi j'ai trouvé que cette personne était bien. En fait, ouais, parce que quand on est jeune, on a envie de se lancer et puis on se dit j'aimerais bien me lancer avec cette personne, etc. Et puis on ne sait jamais vraiment quand. Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est une alors, il se trouve que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un test, c'est-à-dire entre ma deuxième entreprise et ma troisième, j'ai eu 2 ans dans lesquels j'avais revendu, je touchais des royalties sur la marque que j'avais revendue. Donc j'ai été payé pendant cette période. J'avais pas de chômage, mais j'avais ça, ce qui fait que j'ai pu prendre un peu mon temps. Et j'ai testé un certain nombre de choses. Et je pense que pour moi, ce qui est hyper important, c'est un peu comme dans un deal d'ailleurs. Après, on l'a vécu, c'est jamais parler d'argent au départ et jamais parler de règles qu'on veut avoir au départ. Si tu veux arriver à trouver un associé, en fait, il faut commencer à travailler, mais sans mettre de contraintes financières. Parce que c'est un peu comme si, pour moi, il y a un peu de notion de couple. Si dès le couple, tu dis, il va y avoir un contrat de mariage, et si tu fais ça, tu auras ça. En fait, ça ne marche pas. Il faut vivre un peu ensemble, il faut travailler ensemble, il faut refaire. Dans le cas d'Emmanuel, là où il a été, je trouve, très
incroyable ce que n'avaient pas fait les autres. Donc avant de rencontrer Emmanuel, j'ai dû faire 5-6 tests. Voilà, je vous raconte des trucs super drôles, hein, des gens où ça n'a pas marché. Je ne supporte pas la hiérarchie. Un jour, il y en a un qui me dit, je raconte l'anecdote, donc je teste avec lui, il me dit non, je cherche vraiment un associé. Puis on avait rendez-vous, il était sur Lyon, donc moi j'habitais Paris, je faisais les allers-retours. Et donc un jour, je l'appelle, je lui dis écoute, je ne vais pas pouvoir venir à notre rendez-vous de 9h, mon fils est malade, mais par contre, je vais essayer d'être là pour 1 heure. Et là, il me dit mais quand ton président te dit de venir à 9h, tu viens à 9h. Ça faisait un mois que je travaillais avec lui. Hein. Je me dis, mais il est fou. Il a tout compris à ma personnalité. Voilà, donc j'en ai d'autres comme ça où j'ai testé ça. Et en fait, je pense qu'à force de ça, pour moi, la meilleure règle, c'est de ne pas parler d'argent au départ. C'est de commencer à travailler et refaire le business plan. Et là, Emmanuel a été très bon parce qu'il avait, il avait prévu quelque chose et on a reconstruit ensemble quelque chose. Et ça, c'est très dur quand vous connaissez, parce que moi, je ne connaissais rien à l'échange de maison. Donc vous avez des mauvaises idées, il faut accepter que les mauvaises idées, ça fasse partie de la construction de l'histoire. Donc je lui ai dit, non, ça faudrait faire comme ça, parce que comme je vous dis, je suis un peu plus péremptoire que lui sur ce sujet-là, et il a fallu que lui, il accepte ça. Voilà. Et donc on a eu 1 mois de travail ensemble, et au bout d'1 mois, en fait, on voyait que les interactions marchaient bien. Et là, il y a une première étape, c'est qu'est-ce que chacun fait comme concession pour l'autre. Voilà. Et là, c'est des petits pas. Donc moi, je n'avais pas besoin de cet argent, mais je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on s'associe, toi, tu es au chômage. Dans l'argent qu'on va lever, moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui me paye. Je voulais rien. Hein, je crois que j'étais payé 1000, un peu plus du SMIC. Voilà. Je lui dis, moi, je veux que ça me paye. Donc là, il me dit, non, t'es gentil. Moi, je me paye pas. Je lui dis, ouais, mais toi, t'as le chômage. Il me dit, ouais, mais toi, tu touches ton truc, parce que je touchais encore. Voilà. Je lui dis, ouais, mais en fait, j'ai pas l'impression que, voilà, il y a une petite négo. Il me fait, ok. Donc le minimum. Donc on a juste un petit peu, et chacun fait un petit pas. Et je lui dis, ok. Moi, la vision que j'ai de l'entreprise, c'est que je veux avoir des parts, évidemment. Au début, c'est lui qui avait créé la structure. Donc je ne lui ai pas dit, je veux ça à tel montant. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que ma fourchette à la fin, c'est d'avoir ça, que jamais tu me donnes un ordre, qu'on ait une structure équilibrée. Et petit à petit, on a défini. Voilà. Et ensuite, deuxième étape, donc, on a figé à peu près la parité des premières parts, sachant que c'était que les premières parts. Donc on a figé, je ne sais plus combien, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais très bien combien, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je sais pas. Voilà, c'était tant de pourcentage. Je lui ai dit, ça, je veux bien les acheter à tel montant, etc. On a négocié. Et 1 an plus tard, je lui ai dit, mais c'est pas fini, ça va pas se figer là. Alors là, pareil, il faut qu'il accepte de se dire qu'il y a un jour, je vais renégocier avec lui pour ça. Et en faisant par petites étapes, en fait, on s'est rendu compte que lui, il m'apportait beaucoup de son expérience, etc. Moi, il a rendu compte que je lui apportais quelque chose. Et ainsi de suite, on a pu construire. Et encore on a changé pendant quasiment 2-3 ans. Et au bout de 3 ans, quand on avait beaucoup travaillé ensemble, qu'on ne se voyait plus travailler l'un sans l'autre, entre guillemets, ça s'est fait tout naturellement. Et à la fin, on a équilibré notre chose. Maintenant, c'est totalement équilibré. Pas en part, il a toujours un peu plus que moi. Mais en pouvoir, en tout, ça s'est totalement équilibré. Et pour moi, donc, première étape, ne jamais parler d'argent. C'est comme dans un deal. Hein. Quand ils nous ont dit 50 millions, on a fait oui, on n'a jamais reparlé d'argent au départ et c'était la meilleure chose. Voilà. Et commencer à travailler, refaire le projet ensemble. Et quand vous avez fait ce projet ensemble, il faut se mettre des étapes dans lesquelles on dit au bout d'1 mois, 2 mois, ça dépend de votre façon d'être, en se disant ça, c'est au bout de temps, j'ai besoin d'avoir tel apport ou tel apport. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenu à 2 reprises avec votre relation vis-à-vis de la hiérarchie. Vous avez du mal à ce qu'on puisse vous donner des ordres. Je voulais savoir comment ça se passait avec les investisseurs et leurs 40 millions. C'est une vraie question sur le financement, si quelqu'un a envie de... c'est pour ça qu'Emmanuel le gère. Voilà. Non, je pense non. Nos actionnaires sont vraiment... Il n'y a pas cette logique-là. Et dès qu'il y a cette logique-là, en fait, ça me... Ouais. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps. Mois d'août, on a eu un cas. On a dû changer. C'est marrant aussi. On a changé... je ne sais pas si vous utilisez Google Maps, s'il y en a qui l'utilisaient. Puis du jour au lendemain, Google Maps est devenu payant. Voilà, donc nous, ça nous coûtait 0. Puis du jour au lendemain, ils nous ont dit on va faire un super tarif, ça va vous coûter 130 000 €. On a fait ah bah super quoi. Au bout d'1 an, ils nous ont dit maintenant, le tarif est un petit peu moins bon, ça va vous coûter 270 000 €. Là, on s'est fait c'est un peu beaucoup. Donc on a changé, on est passé à un truc qui s'appelle IR. Sauf que entre-temps, on a pris un peu de retard et du jour au lendemain, on s'est mis à payer pas en forfait avec Google Maps, on s'est mis à payer à l'unité, à chaque chose qu'on faisait. Donc là, premier jour, les développeurs nous disent ça coûte tant. Et l'estimation à la fin du mois, c'était 130 000 € le mois. Donc là, on se fait, faut qu'on... Voilà. Donc on change ce truc-là. Et au mois d'août, on a des moins bons résultats parce qu'on change
on change ça et notre volume d'échange diminue. Notre actionnaire nous envoie un mail on envoie une communication chaque début de mois, chaque fin de mois. Et au milieu de mois, là, comme c'est pendant l'été, voilà, qu'il y a eu la fusion, maintenant c'est tous les 15 jours. On leur envoie et là, ils nous envoient un mail, réunion d'urgence, vous ne faites pas les résultats que vous aviez dit, etc. Moi, ça m'a super tendu. J'avais envie de le baffer, quoi. J'espère qu'il n'écoutera pas, mais j'étais vraiment très tendu, quoi. Je suis sûr qu'il ne les regardera pas, j'espère. Mais j'étais vraiment très tendu parce que je trouve qu'on se parle depuis 5-6 ans. Et voilà, j'aurais préféré, voilà, mais je lui ai dit, on a eu une réunion là-dessus. Voilà. Et donc la gestion de cette histoire, c'était de dire comment on fait avec les actionnaires. Et je pense que là-dessus, c'est un truc que j'avais appris de la boîte précédente, c'est que plus vous communiquez, ça n'empêche pas cette histoire-là, mais plus vous communiquez avec eux, plus vous leur donnez l'information, plus vous êtes transparent, mieux ça se passe. Et nous, ça se passe très très bien. Voilà. Je vous raconte ça juste parce que de temps en temps, ça se tend. Et donc, de temps en temps, on est obligé de le faire. Mais la réponse qu'on a eue, c'était de dire, en fait, on est hyper à l'écoute, on peut comprendre. En fait, on a une saisonnalité de milieu de mois qui fait que c'est la fin du mois. Donc voilà, et à la fin, on n'a pas fait un si mauvais mois que ça, du tout. Mais il faut qu'on apprenne à être plus proactif. Et on a toujours essayé de le faire, voilà, là-dessus. Et nos actionnaires, aujourd'hui, sont des gens avec qui ça se passe très, très bien. Ce qui est sûr, c'est que d'autres startups que je connais, c'est pas vrai pour tout le monde. Voilà. Et il y a beaucoup de négo, etc. Et c'est un vrai choix qu'on fait quand on prend des actionnaires. Alors on disait des fois on n'a pas le choix, hein. Donc tant pis, on sait qu'on va le subir, mais il faut arriver, si vous voulez avoir le moins de problèmes possible, déjà il vaut mieux pas faire de prévisions ou que vous n'allez pas faire. Voilà. Nous on n'a jamais fait nos prévisions, mais voilà, il aurait mieux valu pas faire ça. Voilà, et on nous le reproche tout le temps, hein. On dit ouais, il y a 3 ans vous aviez dit que vous feriez ça. Et ouais, on avait dit, mais c'est pas comme ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a c'est des moments de tension quand vous faites un BP. Donc, moi, l'expérience, c'est qu'il vaut mieux prévoir moins. Nous, à chaque fois, on y croit, on se dit que ça va bien marcher, donc on fait des prévisions. Et donc, avec l'expérience, on se dit que soyons plus modestes dans nos prévisions, donnons-leur quelque chose, communiquons régulièrement. On a donc un doc qu'on fait tous les mois avec nos actionnaires, avec quelques chiffres principaux. Voilà. C'est ceux qu'on suit, donc on s'est mis d'accord, c'est ceux qu'on suit, on leur envoie. On fait une petite phrase. On a fait un board on a un board tous les 3 mois, mais une communication vis-à-vis de notre board tous les mois. Voilà, et ainsi de suite. On a créé ce parcours-là, un peu en adaptation, et je pense que c'est le seul moyen d'éviter ces relations un peu soit conflictuelles, soit tendues avec vos actionnaires. Voilà, il faut arriver à créer cette confiance, et je pense que dans ma deuxième boîte, j'ai fait l'erreur, dans des moments un peu difficiles, de ne pas communiquer. Parce que je pensais à autre chose, etc. En fait, non, il faut toujours continuer, même quand ça va mal, et être hyper transparent sur les choses qui ne vont pas bien ou qui vont bien. Et pas essayer de le camoufler. Ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire. Il faut toujours, ça ne va pas bien, il faut essayer d'expliquer, mais jamais camoufler, toujours être transparent. Voilà. Et c'est plutôt Emmanuel qui gère. J'avais une question ici avant de passer derrière. Tiens, Benoît. Oui, moi je me demandais, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de transactions que vous avez peut-être par jour ? Est-ce qu'il y a une périodicité ? Quels sont les top 3 des pays qui jouent le jeu ? Et les pays peut-être que où vous avez essayé d'aller et qui sont réfractaires à ce type de modèle ? Alors on fait à peu près, cette année je crois qu'on va faire 5 millions de nuitées. Voilà, ça correspond à ça. Si on fait en points, il y a des échanges pour à peu près 100 millions de points par an. Maintenant, c'est à peu près ça. Pour vous donner le change. Et on fait des échanges dans 140 pays. Et on fait une croissance d'échanges selon les pays qui est entre 45 et 80%. Voilà, c'est à peu près ça la croissance. Sur les pays, le plus grand pays d'échange, c'est la France. C'est le plus grand pays de tourisme, de tourisme, pas de tourisme. C'est mal vu ça. Tourisme, voilà. Ensuite, c'est les États-Unis. Ensuite, c'est l'Espagne. Ensuite, c'est le Canada ou l'Italie, je ne sais plus, un des deux. Voilà. Et après, ça devient plus petit. Voilà. Et alors, historiquement, je pense que l'échange de maisons, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ce que nous, on a créé par rapport à Home Exchange, c'est-à-dire qu'on a démocratisé cette pratique. En fait, Home Exchange faisait plutôt des échanges internationaux. Voilà, entre les États-Unis, l'Europe, entre le Canada et l'Europe. Et nous, on a un peu démocratisé avec notre système de points. Ça a rendu plus facile l'accès. Or, si vous le démocratisez, vous rentrez dans un type de population qui va faire, et qui est plus la norme, qui fait plus des voyages régionaux, dans son pays. Hein, je disais tout à l'heure, c'est 70-80% des Français qui voyagent en France.
On n'a pas cette impression-là, mais c'est ça. Et c'est vrai dans tous les pays du monde, mis à part une ou deux exceptions. Les Américains, c'est encore pire. Mais même les plus petits pays en taille, la majorité voyagent dans leur pays parce que c'est pas non plus très facile de partir avec une... Nous sachons qu'on est un peu plus famille. Hein. L'échange de maison, c'est un peu plus famille. De partir à l'autre bout du monde, vous n'allez pas à Sao Paulo à 5 tous les ans, quoi. Voilà. Moi, perso, non, j'y vais pas. Voilà. Mais... donc c'est un peu plus ça la logique. Voilà. Il y avait une troisième stat que tu voulais, non? C'était ça? Ah, les pays qui n'ont pas marché. Alors l'échange de maison, en fait, comme il y a plein de peurs qui sont derrière, et en fait, pour que l'échange de maison marche, il faut déjà que les gens aient des vacances. Voilà. Donc dans les pays, par définition, donc dans les pays où il n'y a pas beaucoup de vacances, en tout cas la classe moyenne n'a pas beaucoup de vacances. Donc dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple, il y a un peu moins de vacances. Dans la logique des gens, ils partent moins, ils sont moins riches, etc. Et donc c'est plutôt les classes, les upper class, quoi, les classes riches qui partent. Donc c'est ça. Et ensuite, il faut deux choses, c'est qu'il faut que les gens aient confiance parce que c'est un moyen de voyage qui fait partir de chez l'habitant. Donc il faut qu'on ait suffisamment confiance dans le lieu où l'on va pour pouvoir partir. Donc par exemple, les Chinois aujourd'hui ne font pas d'échange de maison avec le reste du monde, très peu, parce que je pense qu'il y a encore une peur, et c'est un travail qu'on doit faire quand on disait démocratiser. Il y a une peur, et c'est pour ça qu'il y a un groupe, c'est que c'est très loin, et c'est très différent, et donc ils n'iraient pas, ils ne sauraient pas faire leurs courses, ils ne sauraient pas où trouver, voilà, ils ne se sentiraient pas en sécurité. Et en Chine, ça n'existe pas, je pense que c'est historique, donc il faudrait le faire, mais sinon ça serait un peu comme tout ce que se font les Chinois, ils le font en même temps que n'importe qui dans le monde, et ils le font 10 fois mieux, beaucoup plus vite, et ils le font avant nous. Voilà, j'espère pas, mais il faudra qu'on le fasse nous. Voilà. Et en Australie, ça marche bien. Les Australiens voyagent beaucoup plus en Australie que dans le reste du monde. Et on a pas mal d'échanges avec de l'Australie vers le reste du monde. Ouais. C'est un des pays comme la Nouvelle-Zélande ou tous les pays anglo-saxons. En Afrique, par exemple, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que l'Afrique du Sud qui fait de l'échange de maisons dans le monde. En ce moment, l'Afrique, hein, c'est un peu compliqué en termes de tourisme. Une dernière question, en tout cas une autre. Bonjour Benoît, ça va? Ouais, très bien, très bien. Bravo pour ce super parcours hein, et merci de ton honnêteté dans la manière dont tu nous l'as retranscrit. Vous avez vu, je suis honnête, je le connais, c'est pour ça il est sympa avec moi. Et moi j'avais deux questions qui étaient dans le cadre des différents rachats, acquisitions que vous avez faits. Ouais. Quelles sont les erreurs? Alors tu nous parlais de ne pas garder qu'une seule culture, ouais. Il y en a peut-être d'autres, de manière à ce que certains parmi nous évitent de les répéter. Et tu nous disais aussi qu'il y avait eu un an et demi de négo très dur avec Home Exchange. Il y a dû avoir des négos peut-être plus courtes avec les autres opérations. C'est quoi les bonnes leçons à tirer? Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur les négos. Des trucs que nous, on a appris, c'est faut jamais, et c'est vrai si un jour vous vendez ou si vous achetez, il ne faut jamais se retrouver dans une posture comme on dit, où on pense que c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est la principale leçon qu'on a fait, c'est qu'à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on allait le faire, le deal, qu'on avait très envie de le faire, on s'est mis en posture de négo désagréable. Parce que je vous raconte, je vous ai dit que je racontais toujours, je ne suis pas complètement... Les Américains arrivent à Paris, c'est dernière négo. On loue une salle dans un restaurant qui est place du Palais Royal, super resto, une étoile, on voulait les accueillir comme ils nous avaient accueillis. On les reçoit là, on discute un petit peu de 9 à 11, il ne reste plus grand-chose à discuter. À 11h, il fait non, les conditions pas requises, on s'en va. Et ils se barrent, et on se retrouve un peu comme des cons. Ils les ont demandé que notre banquier d'affaires ne soit pas là, parce qu'on avait un banquier, on se retrouve comme des cons, ils partent. On a loué, on a un restaurant pour... donc ils sont 3, 5 plus le banquier qui a réveillé les avocats. On a un restaurant pour 7 réservés. Et ils s'en vont un peu en mode dur, quoi. Et là, on est tellement en posture de se dire, non, attends, on vient d'aller voir notre actionnaire, on vient de leur demander, machin, est-ce qu'il va falloir revenir vers eux, qu'on est comme des petits garçons, quoi. On est des bébés, on est là face à eux. Ils nous reconvoquent le lendemain, parce qu'on devait partir à Zagreb pour visiter les bureaux de Zagreb. On est comme des bébés, on arrive. Je pense qu'ils nous auraient demandé, ils nous auraient doublé le prix. Ils n'ont pas demandé, ils auraient doublé le prix, on aurait dit oui, on était comme des bébés, quoi. Voilà. Et je pense qu'il ne faut jamais se poser dans une posture jusqu'au le plus tard possible, se trouver dans la posture de dire si le deal ne se fait pas, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Ce qui est très dur, hein, je ne dis pas que c'est pas facile. Et c'est vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a racheté des gens et on a été les meilleurs négociateurs, c'est quand on s'en foutait. On leur a dit, on a racheté une boîte espagnole, jusqu'au dernier moment, le type nous a dit non mais là je ne suis pas du tout d'accord, vous avez fait un truc, on a fait ok, pas de problème, on ne rachète pas. Et franchement, c'est la meilleure négo qu'on ait jamais faite. Hein. Voilà. Et en fait, je pense que cette posture-là, c'est un peu... il faut arriver... je la compare un peu comme quand vous avez votre petit garçon. J'ai un petit garçon et la psy, elle m'avait dit, si vous voulez qu'il aille se coucher, quand il va se coucher, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous imaginiez qu'au moment où vous lui dites « Non, tu ne te relèves pas », c'est un peu comme s'il touchait la porte d'un four.
Vous n'allez pas négocier, quoi. Vous n'allez pas lui faire « Attends, mon chéri, tu touches pas ». Et vous allez faire « Tu touches pas !» Vous allez hurler, quoi. Ben là, c'est pareil, il faut arriver avec une posture, même si vous savez que vous avez envie de le faire, il faut que vous arriviez avec la posture que je m'en fous si ça se fait pas, c'est pas grave, j'en ai rien à faire, etc. Voilà. Et sur les erreurs qu'on a faites, donc j'enlève celle-là, voilà, qui étaient des belles erreurs. En fait, je pense que pour moi, sur les rachats, c'est un truc qui est... c'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça. Je sais que toi, tu l'as fait, et bravo. On ne le voit pas tant que ça, et je pense que ça vient du fait que peut-être beaucoup de gens... Parce que c'est compliqué, en fait, de racheter. Or, je pense qu'en fait, c'est un très bon exercice, parce que le premier, vous négociez très très mal, parce que vous avez du mal à valoriser ce qui est bien pour vous. Et donc, en fait, plus vous en faites, plus ce que vous arrivez à valoriser. Je donne l'exemple, le premier qu'on a racheté, on rachète une base de 3000 maisons. Elles ont l'air belles, elles ont l'air actives. En fait, on les survalorise. On ne les a pas payées très cher, mais on les survalorise. On se dit, bon, on va les intégrer. En fait, on se rend compte, et au deuxième qu'on fait, on se rend compte que la qualité de la base, en fait, si on ne l'a pas intégrée très très vite et très tôt, en fait, on ne peut pas bien le valoriser. En revanche, on néglige complètement la partie SEO. Or, en fait, on voit qu'après le premier, on a récupéré tous les mots-clés qu'on voulait. On voulait, je ne sais plus, c'était Free Home Exchange ou un truc comme ça. On l'a récupéré, on s'est retrouvé en tête. Aucun problème, on a réussi. Sur la com, voilà, toutes ces choses-là fait que l'expérience, on arrive à valoriser certaines choses. Et l'expérience, à la fin, on sait exactement combien acheter et combien récupérer comme valeur de cette entreprise. Donc le prix devient de mieux en mieux calculé. Voilà. Et donc pour moi, pour éviter les erreurs, il faut arriver à assez vite se mettre dans cette posture-là. Et donc le rôle pour moi de l'entrepreneur, c'est assez vite, c'est ses équipes de connaître tous les concurrents comme un benchmark, mais soit c'est de les connaître personnellement ces concurrents, donc les rencontrer, discuter avec eux, etc. Voilà, ça vous permet d'être dans une posture s'ils ont envie de vous racheter et que vous avez envie de vendre, voilà, ce qui est pas mal non plus parfois, et de connaître ce qui se passe, de connaître l'environnement et de vous retrouver dès le départ, d'enlever la partie small talk de machin. Vous êtes assez direct et ça vous permet d'avoir ce contact et de lancer la machine, quoi, voilà. Et plus vous avez fait cette démarche-là, plus vous êtes pertinent dans la gestion. Maintenant, nous, on sait exactement combien vaut... vous voyez, Candy, il nous disait « Ah, ma base, elle est active ». Bah, ça veut dire quoi, actif ? Et donc, en fait, il vous dit bah, « Si, c'est quelqu'un qui a envoyé un message depuis, je ne sais pas quoi, les 6 derniers mois ». En fait, non, ça ne marche pas du tout. Si quelqu'un a envoyé un message il y a 6 mois, en fait, il n'est plus du tout actif. Donc on a décalé et on sait que quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui va faire ceci, faire cela et ensuite ça. Voilà. Et ça nous a permis d'éviter beaucoup d'erreurs sur la suite. On a racheté un chèque canadien qui s'appelle l'échange de maison et la valorisation, je pense que c'est sans doute celle qu'on a mieux faite dernièrement. Je fais très court. Je reste sur les clients. Quelle est la fréquence de voyage d'un client ? Parce qu'on achète des maisons, on rachète des boîtes, mais on achète aussi des clients. La fréquence d'utilisation, alors en fait, justement, selon le business model, on remarque que c'est beaucoup plus dur. Le business model où vous le faites à la demande est plus dur à fidéliser que le business model à l'abonnement. Pour donner un business model à l'abonnement, bizarrement, en fait, comme les gens ont payé, ils ont tendance de beaucoup plus utiliser le service. Voilà. Ça me donne un indice pour notre avenir. Et donc en fait sur nos clients aujourd'hui, quelqu'un va faire en moyenne un peu plus de 2,3 échanges par an. C'est à peu près ça. Voilà. Ensuite, en nombre de nuitées, aujourd'hui c'est un peu la nuitée moyenne c'est 5,7, mais ça dépend des pays. Je vous disais aux États-Unis, en fait, comme ils ont moins de vacances, les échanges sont un peu plus longs parce qu'ils prévoient leurs vacances. En France, comme on a un peu plus de vacances, un peu plus de week-ends, la durée est un peu plus courte. Voilà. Donc il y a des éléments comme ça. Ça répond à votre question ? Ouais. Une dernière question, et après je propose qu'on poursuive de façon beaucoup plus libre autour d'un verre. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous disiez qu'on s'attache, en France, on s'attache beaucoup au chiffre d'affaires dans les levées de fonds. Vous disiez justement que vous n'aviez pas beaucoup de chiffre d'affaires, surtout au moment où vous avez fait ces levées de fonds. Qu'est-ce qui a réussi à convaincre justement ces investisseurs à vous faire confiance, même si apparemment c'était passé ric-rac à chaque fois ? J'ai une autre histoire, vous voulez que je raconte une autre ? Avant d'aller... on a levé 250, puis après on a levé 1 million. Et entre les deux, on a voulu aller sur le marché Donc moi, j'avais déjà fait, je connaissais un certain nombre de fonds, etc. Je me disais, ça va le faire, c'est super, on a une traction énorme. Et on s'est pris 4 mois d'énormes claques. On a vu, je crois, tout Paris, qui nous ont tous dit, c'est incroyable, revenez nous voir bientôt, mais c'est incroyable ce que vous faites, quoi. Voilà. Et donc,
Et on s'est vu un peu trop beau, donc on est revenu avec nos actionnaires qui étaient plutôt des BA, etc. Et on a fait une levée avec eux, ils nous suivaient, etc. Donc on a retardé le moment. Et en fait, pareil, des conseils que je donne là-dessus, c'est que dans le parcours de financement, des fois, il y a beaucoup de chance, voilà, dans les parcours de financement. Je racontais tout à l'heure que moi, j'ai eu de la malchance d'arriver à un fonds où on a signé et j'ai jamais eu l'argent qui est arrivé sur le compte. Donc c'est pour ça que je dis attention, attendez que l'argent soit sur le compte. C'est la vraie. Là, au moins, quand il est sur votre compte, on ne peut pas vous le reprendre. Quoique, peut-être que ça doit être possible, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est plus rassurant. Voilà. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé une assurance. Et en fait, on a levé avec l'assureur. Et donc, en fait, ce qui a fait, c'est qu'il y avait un partenariat qui était industriel derrière et qui a justifié du fait que, voilà. Et alors, pour éviter de perdre trop de liquidité, parce que si on ne voulait pas être bloqué, tu vois, pour pouvoir, si on voulait faire venir un autre investisseur, en fait, notre investisseur, il y avait... ah non, je ne peux pas dire les clauses, mais il y avait une clause, on n'avait pas le droit... il y a un autre type d'investisseur, donc on a perdu un tout petit peu de liquidité. Mais par contre, on leur avait dit, si un jour vous n'êtes pas capable de nous assurer, il faut qu'on soit garanti que vous nous laissez prendre un autre assureur. Et ça, on a obtenu ça. Voilà. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce à ce partenariat-là. Et en fait, c'est de la chance parce qu'on avait, dans notre parcours, pour choisir notre assureur, on avait 10 autres assureurs. Celui-là est arrivé tout à la fin. On a réussi à conclure avec eux. C'est Maïf, hein. Voilà. Et on a réussi à conclure avec eux et ça a créé une relation de confiance avec eux. Ils ont vu qu'on arrivait à faire les chiffres et ça a créé ce qu'on n'arrivait pas à créer avec les autres. C'est que oui, on ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais on délivrait quand même beaucoup de choses et il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient bien. Et le fait de pouvoir communiquer très régulièrement avec nos actionnaires, qu'ils le voient, et d'avoir une relation de confiance, ils ont vu qu'on était des gens en qui ils pouvaient avoir confiance, qui prendraient les bonnes mesures, parce que même si on faisait des trucs, on changeait beaucoup, on avait beaucoup d'adaptabilité. Et c'est cette relation de confiance qui a permis ensuite de faire. Voilà. Et la deuxième, pareil, c'est parce qu'on avait levé les 4 millions qu'on a relevé ensuite avec les mêmes actionnaires, parce qu'ils nous ont suivis, ils ont vu qu'on faisait. Et c'est là où je vous dis, pour moi, un des enjeux, c'est la chance. S'il y a un entrepreneur qui a vendu et qui dit qu'il n'a pas eu de chance, franchement, pour moi, c'est 80%, les gens les plus riches, c'est 80% de chance. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième truc, c'est la transparence vis-à-vis de vos salariés et de vos actionnaires, parce que c'est eux qui, si ils ont le sentiment que vous n'en avez rien à faire de l'argent qu'ils vous ont donné, que vous voyez, vous en foutez d'eux. C'est un peu, j'ai déjà vu ça dans certains. Et ben en fait, vous êtes sûr que vous n'allez jamais pouvoir relever avec eux, qu'ils ne vous feront pas confiance et qu'ils n'iront pas convaincre d'autres de mettre avec vous. Voilà, donc c'est une vraie gage de réussite, c'est de générer cette confiance avec votre actionnaire. Et c'est vrai pour les salariés aussi, c'est vrai pour tout, hein, mais il faut surjouer la confiance. Merci beaucoup Charles-Édouard Girard pour ce témoignage très intéressant.